Bonjour, très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité à travers l'image, le son, la com et la libre opinion. Au programme du jour, il est chargé. Les images d'une campagne violente, les fonds sonores de propos haineux, celles d'une France faussement apaisée, les images de l'autre visage du FN, celles des frères ennemis en campagne. Et on ira au McDo après être passé au kebab. Et puis il y aura la visite d'une ferme, pas forcément au salon et surtout sans journaliste. Il reste 54 jours de campagne et cette campagne, eh bien, elle n'est pas vraiment belle. Regardez et surtout... J'use ma vie à vous défendre. Fillon, voleur d'émission. Mais je ne peux pas accepter que des autocars soient pris d'assaut sur l'autoroute comme si on était au Far West. 800 000 balles pour que Pénélope aille acheter du pain à la boulangerie, enfoiré. Le centre droit que propose Emmanuel Macron est un centre droit qui ne propose rien d'autre que finalement le programme de Fillon, le sourire en plus. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Cette élection, les médias ont en effet choisi leur camp. Ils font campagne de manière hystérique pour leurs poulains. Ne répondez pas, c'est des salauds, c'est des médias pourris, ça. Et c'était le vôtre avant, mais vous l'avez refusé fièrement. Vous avez dit, vous avez le droit, donc nous, on va vous expulser fièrement. Mais enfin, c'est insensé ce qui se passe. Et moi, j'appelle les Français à boycotter cette chaîne. Et puis, ils pleurnichent d'avoir, et c'est vrai, perdu la confiance du peuple. Les gens sont déçus de la politique, dit le monsieur. Le monsieur, il dit, je pars d'une telle déception politique. Et ils sont là pour s'exprimer en toute liberté dans la médiasphère. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de com numérique dans Jean-Luc Mélenchon. Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Fondatrice de Broad & Consultant, spécialiste en communication politique. Judith Ventrau, bonjour. Bonjour. Journaliste politique au Figaro. Et Jean-Luc Chétrit, bonjour. Bonjour. Le patron pour quelques jours encore de l'UDECAM. L'UDECAM qui recevra d'ailleurs l'ensemble des candidats à cette élection présidentielle. Ils parleront, vous avez vu, dans ce montage de communication. Et quand je vous dis l'ensemble des candidats, cher Jean-Luc, je me trompe, il en manque un. Et oui, malheureusement, je peux vous le dire ce matin, on a tout tenté, mais Emmanuel Macron a décidé de ne pas être représenté ou de venir lui-même, puisque on comprenait, il a une conférence de presse programmatique le 2 mars, le jour de nos rencontres. On lui avait proposé d'autres solutions. Bon, il a fait un autre choix, donc on entendra le programme de tous les candidats, sauf Emmanuel Macron. Voilà, et vous avez même demandé, pour toute indiscrétion d'ailleurs, de lire une lettre, simplement pour le représenter. On m'a proposé cette solution-là, et je crois que ça n'était pas approprié. Alors, on va parler sonore, on va parler images. Rapide petit tour de table quand même, je vais commencer par vous sur ces images que l'on a vues sur cette campagne présidentielle qui parfois ressemble à un immense dépotoir. Alors, Clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une surenchère verbale. En fait, on était avant dans l'ère des petites phrases, on se souvient des petites phrases, et à l'heure des réseaux sociaux et des hashtags, on est à l'heure des mots. Des mots totems qui vampirisent un peu la campagne. C'est à qui va dire que c'est une guerre civile côté Fillon, surenchère de l'autre bord. Tout ça pour juste alimenter la machine médiatique. Et c'est bien dommage parce qu'on attend toujours un peu les programmes. Alors uniquement, dites-vous, pour alimenter la machine médiatique, où il y a vraiment du fond, il y a quelque chose derrière les mots et derrière les images Moi, j'aurais un avis un peu différent. De temps en temps, c'est effectivement pour alimenter la machine médiatique. Quand M. Macron dit que la colonisation est un crime de guerre, il cherche à alimenter la machine médiatique. Mais de temps en temps, la machine médiatique elle-même va sélectionner des moments qui sont en réalité isolés au sein d'un déplacement et où il a été question de fond largement. Et c'est pas forcément ce qui va intéresser, la machine médiatique qui, elle, va avoir un intérêt à mettre en avant des petites phrases. Ignorer quand même les propos que l'on entend. De temps en temps, il y a des propos qui sont à destination des journalistes qui cherchent à faire ce qu'on appelle des petites phrases, ce que vous disiez tout à l'heure, et qui cherchent à faire les gros titres en gros et les dépêches AFP. Et puis de temps en temps, il y a un choix médiatique qui est fait de s'intéresser à la petite phrase qui, sortie de son contexte ou sortie du moment dans lequel elle était placée, va paraître un peu étrange et un peu élevée, alors qu'en réalité, c'était une situation où on avait parlé de fond, quoi. Judith, vous connaissez bien la politique, des campagnes, vous en avez fait, bien sûr. J'en ai quelques-unes, oui. Non, c'est vrai, il y a un exemple typique de ça, c'est François Fillon qui va en déplacement à Meaux voir Copé. Il a 2 messages à délivrer. Le premier, c'est un message sur la sécurité. Il veut que chaque municipalité de plus de 10 000 habitants puisse doter sa police municipale d'un armement. Et c'est totalement occulté par sa déclaration
déclaration sur la quasi-guerre civile qui régnerait en France parce que il y a une contestation qui empêche. Alors vous voyez, alors justement, vous voyez les images pendant que nous parlons. Il y a eu cette poignée de main. On va y revenir. Vous parliez de messages, vous parliez d'images, et puis il y a le fameux sonore. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui n'ont pas vu le candidat LR, eh bien regardez. Bernard Cazeneuve appelle à la responsabilité. La responsabilité, c'est la sienne. C'est celle de veiller à ce que l'élection présidentielle se déroule dans un climat de sérénité. Oula, quelle sérénité! Et la sérénité, on la retrouve pas vraiment actuellement. Et là où je vais vous reprendre, c'est que moi, j'entends beaucoup parler de tribunal médiatique, de médias qui organiseraient cette campagne et qui la désorganiseraient. Moi, je crois que plutôt c'est la première campagne des réseaux sociaux. C'est la première campagne qui échappe aux mains de ceux qui habituellement organisent le débat. Donc, on le voit bien, une petite phrase, un petit mot qui, en général, est tweeté. Jean-Luc Mélenchon est devenu le grand expert et le promoteur de YouTube, puisque toute sa campagne est désormais visible sur YouTube. Formidable. Mais en même temps, est-ce que ça pose pas une question quand même sur la manière dont le débat s'organise et justement pas réellement de programme parce que beaucoup de temps passé sur ce qui est en superficie des choses. Parce que sur YouTube, vous prenez l'exemple de YouTube. Sur YouTube, Jean-Luc Mélenchon parle de son programme, il parle du fond. Là, par exemple, la dernière revue de la semaine, qui est donc l'émission hebdomadaire. Pendant près de 5 heures. Hein. Non, ça c'était l'émission chiffrage du programme. Mais effectivement, pendant plus de 5 heures et non pas pendant près de 5 heures, nous avons présenté le chiffrage du programme. Et nous avons d'ailleurs invité des journalistes à venir nous tester un petit peu sur ce chiffrage du programme. Donc c'est justement ce que je voulais vous dire. Sur YouTube, nous, on essaye de parler du fond et du programme. Là, la dernière revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon parle de spiruline et de construction en terre, qui sont des thèmes qui sont peu traités, disons, dans l'actualité. Alors moi, si vous voulez bien, allez-y. Je vais juste au bout de ça. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, sur YouTube, parle du fond de son programme. Après, le travail des journalistes doit être aussi de faire remonter les propositions qui sont faites sur ces nouveaux médias et de les présenter. Alors, puisque nous parlons de nouveaux médias, je voudrais que vous regardiez quelque chose. On a découvert ça, Jérôme Verlin notamment, les pro-Fillon et les pro-Marine Le Pen qui utilisent les mêmes mots sur les réseaux et notamment sur Twitter, les mêmes photos aussi pour détruire, regardez, une cible commune avec ce même hashtag Stop Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà. C'est la logique politique. Marine Le Pen pense que François Fillon est cuit, pour faire court, et qu'elle aura affronté au deuxième tour Emmanuel Macron. Donc c'est normal qu'elle le choisisse comme cible privilégiée. Le problème de Fillon, lui, c'est un problème de premier tour. Il veut battre Macron au premier tour pour éviter d'être éliminé. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient la même cible. Oui, mais est-ce qu'on doit utiliser, quand on a la même cible, les mêmes procédés? Et on l'a vu. Encore une fois, même photo, même commentaire, même texte. Avec le hashtag, on est quand même au niveau élémentaire de la communication. Ça doit être court, ça doit être percutant, le message doit être immédiatement compréhensible. Franchement, quoi de plus compréhensible que Stop Macron? On voit bien ce que les auteurs veulent dire. Quand un hashtag commence à monter dans Twitter, on l'utilise pour faire passer son message. C'est un peu le principe de s'insérer dans un endroit pour aller faire passer son message à soi. Nous, quand il y a des... En utilisant les mêmes mots qui parfois, on n'a pas tout montré bien évidemment. Par exemple, Macron, Le Pen ou Fillon font un meeting avec un hashtag, et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon vont utiliser ce hashtag pour parler du programme de Jean-Luc Mélenchon et faire une réponse point par point à ce qui est... C'est du hashtag jacking en fait. On détourne le hashtag pour passer son message. C'est un peu la nouvelle politique actuellement parce que en fait le web c'est la guerre, c'est un nouveau front de communication. Alors la campagne c'est la guerre, le web c'est la guerre. Vivement la fin des élections. Il faut essayer de retrouver un semblant de paix. Il faut être en top tweet et en ce moment, les candidats font beaucoup de communication. Assez peu de politique en fait, puisque Fillon par exemple quand il parle justement de guerre civile, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux électeurs de Marine Le Pen. J'ai entendu sur une chaîne concurrente qui disait qu'il fait de la politique. Non. Oui, ça, je crois que je l'ai d'ailleurs vu sur Twitter, ça vous a gêné, voire choqué. Il fait de la communication, pure et dure, c'est de la tactique. Il sait très bien que ça va être repris. Et effectivement, après, les espaces dédiés sur les réseaux sociaux, comme la chaîne YouTube de Mélenchon, sont un très bon
canal pour faire passer des messages, pour développer un programme. Et en cela, c'est hyper intéressant. Mais les petites phrases sorties sur des placements médiatiques et des placements de terrain, non, c'est rien d'autre que de la communication. Alors justement, on va parler de communication dans cette émission et d'images. Vous allez voir le thème, bien évidemment, on l'a connu par le passé, on vous a fait grâce des images. La France a peur. On le sait, surtout pendant cette campagne. Je rappelle qu'il reste quand même 54 jours. Ils vont être difficiles à tirer, ceux-là. Et on va voir ça en 2 illustrations. La première, c'est avec Jean-François Copé. Je suis, comme tout le monde, très préoccupé d'imaginer, si j'en crois les derniers sondages, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les croire, une finale Le Pen-Macron. Alors ce serait quoi l'idée? C'est que la droite soit interdite de participer à cette campagne présidentielle. Moi, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de jouer avec le feu. Arrêtons de jouer avec le feu. Retenez bien, mes amis, cette expression. Alors, on a la France a peur 1 et il y a la version La France a peur 2. Ça, c'est un discours anti-média. Le contre-pouvoir des médias, l'indépendance de la justice et le fait que les fonctionnaires soient neutres, c'est fini. C'est ce qu'elle vient de vous dire. Donc vous aurez un régime d'extrême droite qui, dans l'administration, demain les juges, les magistrats qui seront nommés, les responsables de toutes les grandes administrations, sera verrouillé. Les juges n'auront plus l'indépendance et les médias seront mis au pas. C'est la fin de la démocratie. La fin de la démocratie, Judith. Oui, enfin bon, ça c'est vraiment... Ah mais là on est dans l'analyse de campagne, du message. Oui. Non, enfin c'est comparable aux arrière-pensées politiciennes qu'a François Fillon quand il parle de quasi-état de guerre. Quand la fin de la démocratie, personne n'y croit. En tout cas, moi je n'y crois pas, y compris si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. On est dans l'outrance qui vise à la reprise. Mais c'est justement le thème, j'ai l'impression, de cette campagne. Le discours anti-média, il y a quand même quelque chose, c'est que nous, médias, ça fait longtemps qu'on est discrédités. Ce discours anti-média ne sort pas de nulle part. Il sort d'une déconnexion ressentie par les gens et qui se reflète d'ailleurs dans la baisse de nos chiffres de diffusion. Je parle surtout des médias traditionnels. On est en perte de vitesse. C'est pas par hasard que Jean-Luc Mélenchon utilise son canal pour s'adresser aux gens. Qui est en gain de vitesse. Illustration de donc. Et pourquoi? Puisqu'il est né il y a quelques mois, donc ça serait très inquiétant. Donc ça implique que nous remettions en cause. C'est sûr que pour les candidats, c'est très facile de surfer sur cette vague anti-média, mais ça ne nous dispense pas, nous, de nous interroger sur le sujet. Je vous ai bien entendu, Judith, mais au-delà des médias, de la responsabilité des uns des autres, il y a quand même les mots employés de la part des politiques. Ça frise quand même l'irresponsabilité. Jean-Luc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est une violence qu'on avait rarement connue dans une campagne présidentielle. C'est une campagne inédite par son ton, par l'utilisation des réseaux sociaux, je le disais tout à l'heure, mais par la façon dont on s'invective. Et finalement, tout ce que vous venez de montrer est quand même le reflet de la campagne. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'on caricature cette campagne? Non, elle se caricature elle-même. Ils se caricaturent eux-mêmes par les mots outranciers qui sont utilisés. Le ton, peut-être que c'est une volonté de rendre les enjeux encore plus tendus qu'ils ne le sont réellement pour pousser vers un vote qui soit un vote anti-système, parce qu'on ne l'a pas évoqué jusque-là, mais ce qu'on entend, c'est contre les médias, c'est contre les élites et c'est contre le système, finalement. On l'entend bien. D'ailleurs, petit aparté, donc dans 2 jours, je rappelle aux téléspectateurs que vous allez recevoir l'ensemble des candidats, sauf Emmanuel Macron. Il va y avoir quoi? Une sorte de règle de bonne conduite à adapter au cours de cette journée, parce que s'ils tiennent les mêmes propos alors qu'ils vont tous être réunis et ils vont devoir s'exprimer notamment sur les institutions et sur la presse, ça va être compliqué. Alors, ce qu'on va faire justement, parce que moi je crois au rôle des médias, je crois au rôle des journalistes, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner la parole de manière libre en leur disant vous avez une demi-heure et puis allez-y, racontez-nous. Ils ont 5 minutes pour ouvrir, 5 à 10 minutes pour ouvrir, et ensuite, des grands journalistes vont les questionner sur les questions qui fâchent. Et sur ce qu'ils auront dit pendant la campagne. Et sur ce qu'ils auront dit, absolument. Justement, ça, pour moi, c'est une version inefficace de l'information. Pour moi, il faut laisser plus de temps à l'expression des candidats et ensuite, éventuellement, leur poser des questions, les relancer. Ensuite, éventuellement. Mais oui, parce que si vous... Regardez l'émission politique qu'a fait Jean-Luc Mélenchon sur France 2. C'était un traquenard permanent. Impossible de placer du contenu programmatique. C'est marrant parce que Marine Le Pen, qui a fait la même émission, n'a pas semblé avoir les mêmes sentiments. Oui, mais parce que c'était pas le même dispositif. Ce n'était pas le même dispositif. Mais est-ce que c'est pas dans l'adversité à un moment donné qu'ils sont bons et c'est pas leur job? Non, c'est dans l'adversité que vous allez avoir de l'audience. Et c'est ça que les médias vont chercher. Ils vont chercher à faire de l'audience. Mais
je suis désolé, il y a certaines situations où, par exemple en meeting, Jean-Luc Mélenchon peut exprimer son programme de manière libre, construite, avec un... Il parle à des convaincus. C'est quand même mais non, il ne inquiétant. parle pas à des convaincus. Cette vision je suis d'une communication. Non, je ne vous dis pas parce qu'on a l'impression d'entendre Trump. C'est-à-dire que Trump aujourd'hui dit, moi les journalistes. Qu'est-ce qu'on fait comme comparaison avec Trump dans cette campagne? Non, mais on en est là. Je ne veux pas assister au dîner des correspondants de presse. Je ne veux plus faire rentrer certains Trump médias. Qui a quand même viré 2 grands médias hier à la porte de la Maison Blanche. Absolument. Et là, j'entends les médias me questionnent. Je préfère un meeting, un bon meeting où je parle tout seul. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y avait une complémentarité, mais refuser le fait que des candidats puissent exprimer leur programme de manière libre et leur donner une audience. Refuse pas, Antoine. Exprimer son programme. Il y en a des meetings. Ça s'appelle un meeting. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas que ça. Je suis désolé, à l'émission politique, il était extrêmement difficile de faire passer des idées de fond parce que systématiquement vous étiez ramené à que propose Marine Le Pen sur ce thème, vous étiez ramené à que propose un tel, et jamais n'était donné la possibilité d'exprimer le programme sur la base. Alors ça veut dire que les idées de fond, il faut arrêter les petites phrases chéries de nos politiques en meeting pour faire des idées de fond et à la limite les petites phrases ne les sortir que dans les émissions ou essayer d'aller dans le détail. Oui, mais c'est une vision très triste du système médiatique. Mais vous disiez qu'il y a un discrédit des médias. C'est vrai. Il y a aussi un discrédit du monde politique. Il y a un discrédit de tout ce qui est l'officialité dans notre pays et il y a une vague dégagiste dans ce pays. Anne-Claire, je ne vous entends pas. Oui, parce qu'en fait, je pense que le problème il est plus large. C'est le problème à la fois de la politique dans les émissions télévisées. La politique à la télévision, ça reste de la télévision. Ça, on le sait tous. Après, il y a plusieurs lieux d'information. On parle même de télé-réalité. Voilà, le meeting avec les Facebook Live et voilà, les lives pour assister à un meeting. Je suis désolée, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas des sympathisants qui vont regarder pour se faire une opinion. Absolument. Ça, c'est vraiment la nouvelle logique. C'est du militantisme de canapé, on appelle ça le sectivisme. C'est vraiment des nouvelles formes de militantisme. Il faut, en 2 clics, accéder à un programme, faire son chemin pour essayer de comprendre ce qui se dit. Il y a plusieurs canaux de diffusion et l'émission de télévision n'en est qu'un seul. Et on voit aujourd'hui que le format est un petit peu Jean-Luc Chétry disait que cette campagne ne ressemble à aucune autre. On est vraiment parti dans une ère et on ne reviendra plus en arrière, j'ai l'impression. Pour compléter sur ce point, quand on a fait notre meeting holographique avec Jean-Luc Mélenchon, on avait en gros 45 000 téléspectateurs qui nous suivaient. BFM TV a décidé de nous couper pour passer Marine Le Pen. Il y en a 15 000 qui se sont rajoutés sur la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon pour aller regarder ce meeting. C'est bien la preuve que vous avez à un moment donné des gens qui veulent suivre un meeting, qui veulent pouvoir continuer à suivre ce meeting et que quand on coupe le canal, ils vont chercher ailleurs pour pouvoir le voir. Ceci est visible aussi au-delà de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que c'est visible pour tout l'ensemble des politiques. Donc, effectivement, les réseaux sociaux sont une nouvelle forme de... Alors, on va revenir... Pardon. Mais vous aurez... Mais juste un mot, quand on regarde les audiences des débats des primaires, quand on regarde les émissions politiques et les scores qu'elles font en télévision, je ne crois pas qu'il faille opposer les réseaux sociaux à ce qui se passe en télévision. La télévision et les grands médias et la presse continuent à être des médias d'influence et bien, il y a une conversation qui se poursuit. Mais alors, on va pas la fin de la télévision. Non pas la conversation en partie, mais on va poursuivre la campagne, la bonne vieille campagne de terrain avec ses bons politiques et leurs bonnes sorties, vous allez voir. Et ça, c'est amont. Bon, au niveau de la comparaison, il y a quand même matière à discussion et c'est juste après. La gauche peut être absente du second tour de l'élection présidentielle. Elle peut l'être, ce qui serait extrêmement dangereux à mes yeux pour le pays, parce que la droite que nous avons est une droite brutale et que le centre-droit que propose Emmanuel Macron est un centre-droit qui ne propose rien d'autre que finalement le programme de Fillon, le sourire en plus. Voilà, la petite phrase, encore une fois, illustration. Oui, enfin, bon... ça la laisse... La recherche de la formule choc ne date pas de cette campagne présidentielle. Là, en l'occurrence, ce qu'ils disent, c'est de la communication, mais c'est aussi du fond. Benoît Hamon pense sincèrement, ou en tout cas veut sincèrement faire croire que Emmanuel Macron est de droite, puisque c'est sa seule chance de regagner des parts de marché dans l'électorat.
voilà, donc il ne faut pas tout réduire. Alors à la si on reste dans le Benoît Hamon, il y a des images que l'on va vous montrer également. Benoît Hamon, hier, était dans sa phase séduction et sa phase restauration. Vous allez le voir, on se souvient que dans la primaire, il était allé dans un kebab où il avait discuté, rencontré justement un certain nombre de jeunes sur les réseaux sociaux. Et hier, il était au McDo, vous le voyez, entouré de syndicalistes de la CGT avec son nouvel ami Jadot, très vert. Pas sûr d'ailleurs que les écologistes et l'enseigne McDonald's ça fasse bon ménage, mais bon, là on est dans la campagne, mes amis, on est vraiment sur le terrain. Il y a un message. Quel message? Pas de message. C'est toujours pareil. Le message s'adresse aux électeurs de Macron, dont je rappelle que il touche. Ça c'est intéressant. Alors. Les études précises montrent qu'en fait, c'est pas si clivé que ça et que Emmanuel Macron plaît dans à peu près toutes les tranches d'âge. Il plaît notamment dans un électorat âgé qu'on ne pensait pas spontanément attiré par lui, mais bon, Macron plaît un peu de jeunisme. Voilà. Mais là, en l'occurrence, Macron plaît aussi beaucoup aux jeunes de banlieue, pour prendre l'expression toute faite, par deux aspects de son discours. La défense de l'ubérisation de la société, en tout cas la façon de présenter ça comme un avenir pour des jeunes auxquels le système éducatif tel qu'il est n'est pas en état de fournir des débouchés. Donc ça, c'est vraiment une clientèle très ciblée de Macron. Et à ces mêmes jeunes de banlieue, il leur tient un discours assez communautariste, qu'on a entendu sur donc ces images que l'on peut penser anecdotiques ne le sont pas du tout. Il y a un vrai message de fond. C'est une vraie tentative de ciblage. Alors, on va parler... Oui. Ouais. Non, il y a quand même un double discours de Hamon sur ce point, parce qu'il essaie de faire passer Macron pour le candidat de droite, et qu'est-ce qu'on constate dans les accords qu'ils ont passés aux législatives avec M. Jadot, c'est qu'ils vont présenter des candidats Europe Écologie face aux candidats de M. Macron pour ne pas être dans une logique frontale d'affrontement entre le PS et Macron. Donc il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait. C'est un peu la réalité du terrain. On en vient. Il ne voulait pas trop donner aux candidats écologistes de circonscription gagnable. il y a aussi. Ah, vous voyez qu'on revient malgré cette campagne dans la bonne vieille politique. De toute façon, voilà, vous pouvez pas. En accord vous, de partis vous ne pouvez pas qui faire rien des à cases personne. comme ça. Évidemment, la communication a un fond politique. La politique, c'est aussi de la stratégie électorale. On ne peut pas séparer les choses et les ranger dans des petites cases. On peut louer Hamon pour une chose, c'est qu'il aurait été plus simple pour lui de séduire l'électorat Macron, et en l'occurrence, il s'en distingue. Plus simple? Comment on fait? Plus simple pour tenter d'élargir son programme au-delà du revenu universel, parler de sujets économiques beaucoup plus larges, tenter de séduire cette... Alors, je vous suis à Anne-Claire. Est-ce que, du coup, sur des images, on ne peut pas vous les montrer parce qu'elles n'existent pas, bien évidemment. On parle toujours de Hamon. Alors, kebab, McDo, bien évidemment. Une campagne, oui. Et pourquoi pas dans les banlieues? On ne l'a pas vu. C'était pas sa place en termes d'image, en termes d'impact, en termes de message? Non, je disais qu'Emmanuel, ça devrait être sa place. Ça devrait être sa place. Je disais qu'Emmanuel Macron avait un discours très calibré vis-à-vis des jeunes de banlieue. On l'a pas vu non plus. On l'a très peu vu d'ailleurs, dans des situations assez confortables. Benoît Hamon, il est un peu échaudé parce que rappelez-vous cette histoire de café où les femmes étaient fermement invitées à aller plutôt boire leur petit noir à la maison pour faire du café plutôt que d'encombrer des lieux dédié aux hommes, parce que ici c'est comme au bled, c'est pas comme à Paris. Benoît Hamon avait quand même trouvé le moyen d'expliquer que ça n'avait rien à voir avec une version fondamentaliste de l'islam, et que c'était dans la grande tradition ouvrière française. En plus, oui, donc, effectivement. Ça lui a pas tellement réussi. Et puis traditionnellement, les déplacements en banlieue se font à peu près un mois avant vraiment l'élection. En fin de compte, le seul qui est allé véritablement en banlieue, ça reste quand même François Hollande. On en vient au FN et à sa candidate qui, à l'heure où nous parlons, vous l'avez vu tout à l'heure, arpente les allées du Salon de l'Agriculture. On verra d'ailleurs si elle va battre son record de durée au Salon. On parle d'image, on parle de com, on va parler justement dans cette médiasphère et sur le FN de double image, de double com et de double visage. Regardez. Dans cette élection, les médias ont en effet choisi leur camp. Ils font campagne de manière hystérique pour leur poulain. Ils se parent de morale, prétendent en rester à l'analyse des faits, hurlent à la liberté de la presse dès qu'on les critique. Enfin, pardon, on a encore le droit de les critiquer, me semble-t-il. L'apaisement, précisément, interviendra grâce à la remise en ordre.
Je pense qu'aujourd'hui, les Français se prennent conscience du désordre qui frappe le pays dans l'intégralité des domaines. Parlons message, parlons communication, tous les quatre, l'apaisement version Marine Le Pen. Oui, on le voit bien, il y a un exercice de dédiabolisation qui est mené par Marine Le Pen et les équipes autour d'elle. Hein. Mais pas toujours. Oui, mais les signaux ont été donnés précédemment. C'est-à-dire que l'électorat qui est plus frontiste maintenant, puisqu'on ne peut plus parler de Front National, mais enfin, ceci étant dit, il est toujours quand même au fond, il sait très bien pourquoi il vote. Mais on ne le lui dit plus. Donc on le voit bien. On n'a plus besoin de lui dire. On n'a plus besoin de lui dire. On se comprend entre nous. Et on est donc dans un discours très policé, de plus en plus policé. Plus on s'approche d'ailleurs, parce qu'il faut absolument rassurer. Mais il y a quand même cette double face. C'est peut-être ça qui est inquiétant, la volonté de rassurer. La double face de la pièce avec le Front National. Toujours. L'optique, c'est évidemment rassurer son camp et son socle de soutien à chaque fois avec des messages qui lui correspondent. On est toujours les mêmes. Voilà, on est toujours les mêmes. Et puis, de l'autre côté, évidemment, lisser l'image, aseptiser le vocabulaire et puis donner l'impression d'une forme de normalisation. C'est quand même la candidate anti-système la plus dans le système qui utilise justement ces deux registres-là comme n'importe quel c'est Macron. politique. Le candidat anti-système le plus dans le système, c'est quand même Emmanuel Macron. Ah bah, on peut faire un débat. Oh, il y a des ex-aequos parfois dans toute compétition. Ouais. Si vous voulez une autre illustration, autre message et autre vision du FN, regardez. François Fillon parle d'un climat de quasi-guerre civile. Oui, mais il a raison de rappeler que le gouvernement ne doit pas se servir des moyens de l'État pour s'introduire dans la campagne. Et je n'accepterai jamais que l'on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République, au prétexte qu'ils appliquent la loi et qu'ils font en sorte que la justice puisse travailler. Voilà, je disais, autre illustration, autre propos. Et pourtant, les propos derrière ceux de Marine Le Pen sont assez saisissants. Oui, il faut se rappeler que Marine Le Pen fait à peu près un quart des voix chez les fonctionnaires. Un fonctionnaire sur 4 vote pour elle. Dans la police, ça monte presque à 50%. Donc c'est une clientèle qui lui est déjà largement acquise. En tout cas, c'est un terrain favorable pour elle. D'où, vous parliez tout à l'heure de double discours, d'où ce qu'elle se permet de dire, parce que effectivement, ça présage. Mais ça, c'est uniquement électoraliste ou il y a du fond? Parce que le fond est inquiétant quand même. Ce qui est inquiétant pour moi dans son double discours, c'est quand même qu'elle dit vouloir remettre la France en ordre, etc. Et quand elle est convoquée par la police, elle refuse d'y aller. Merci Antoine. Elle dit ça en prétextant que la police est dans une logique politique ou politicienne. Et la justice. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Il ne faut quand même pas oublier que dans les enquêtes, il y a la justice, certes, mais il y a quand même les policiers qui font l'enquête. Oui, la tendance à l'oublier. Et c'est l'institution. C'est une insulte aux fonctionnaires qui la convoquent. Enfin, je veux dire, comment peut-elle espérer gouverner le pays si elle-même ne respecte pas les lois et les convocations qui sont faites quand c'est elle qui en est la... Il y a eu les mêmes questions posées pour François Fillon quand il a dit que même mis en examen, il irait jusqu'au bout. Je pense qu'un responsable politique, sauf que François Fillon a déféré aux n'est pas au-dessus des lois. Oui. Et Marine Le Pen ne fait pas exception, c'est une responsable politique et son devoir est d'aller se présenter. À mon sens, mais alors elle joue sur quoi là? Elle envoie un très mauvais signal aux gens. Bah, je ne sais pas, ça dépend encore entre son électorat, ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Les syndicats, justement, commencent à bouger, même dans le rang de ses soutiens. Donc, on voit que ça fait quand même des remous. C'est normal. Et c'est normal. Et j'espère que ça va être un peu dénoncé au fil de la campagne, parce que c'est impossible de tenir ce double registre, quoi. Donc, effectivement, il va falloir qu'elle soit confrontée à cette ambiguïté. Enfin, bon, moi j'assiste. Elle parle surtout des juges, parce que dans son électorat, les juges sont détestés. Hein. Oui, d'accord, mais la convocation est une... Oui, ces détails-là ne sont pas diffusés par le message. Oui. Alors à défaut, d'où le double discours. Moi j'étais sur la question. Alors à défaut effectivement d'aller dans les palais de justice et de voir les juges, je pense que les confrontations, si elles arrivent, seront assez intéressantes. Vous le voyez en direct sur les images, celle de Marine Le Pen, qui est au salon de l'agriculture. On entendra peut-être dans cette médiasphère ses premiers mots dans quelques instants. On va revenir sur une sorte de pépite qu'on a trouvée hier. C'est, là aussi, il y a matière à dire et analyser. C'est dans quelques instants. Mais avant, le nouveau clip de campagne du Front National. Vous allez voir, ça a tellement changé. J'ai une toute petite retraite et je ne veux plus d'une monnaie qui affaiblit mon pouvoir d'achat. J'ai besoin de Marine.
Je ne veux plus avoir peur quand je traverse certaines rues, certains quartiers ou dans les transports en commun. J'ai besoin de Marine. Je ne veux pas dépendre d'aide permanente pour faire face à la concurrence internationale. Je veux pouvoir vivre de mon métier dans la dignité. J'ai besoin de Marine. Je veux me battre pour la sécurité des Français. Mais pour cela, je dois avoir réellement le soutien de l'État. J'ai besoin de Marine. Pour remettre la France en ordre, j'ai besoin de vous. Bien évidemment, il doit y avoir à peu près la moitié du clip de campagne, mis à part les journalistes. Toutes les professions sont passées en revue. Rien ne leur échappe. Nouvelle tendance, nouveau visage. Non, ça correspond aux catégories qu'elle cible, notamment les retraités, parce qu'on sait qu'elle a un fort déficit chez les retraités. Mais dans l'image, dans le traitement de l'image, ce clip, pour les spécialistes de la question. Il y a quelque chose qui m'a... C'est plutôt bien fait. Ah oui, non mais ça justement. Bien fait. Il y a quelque chose qui m'a dérangé, mais qui est au final très dans la logique de la Ve République que propose Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe dans ce clip? Elle regarde des gens sur un écran, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre les gens et elle. Les gens parlent, elle est sur un bureau à distance, elle ne les voit pas, elle ne les connaît pas, elle ne sait pas qui c'est, et elle ne veut pas leur parler en réalité. Les choses se passent à distance. C'est une conception très présidentielle de la Ve République, très loin du peuple, très monarchique en réalité. Et moi, je pense qu'il faut au contraire une Ve République qui soit démocratique, où les citoyens aient voix au chapitre. Bonne analyse effectivement de ce clip. De cette logique. Et pourtant, la cible est la bonne, c'est-à-dire que c'est la France des périphéries qu'on entend, et c'est la France qui est complètement oubliée dans cette campagne, c'est-à-dire qu'on s'adresse à son camp pour le consolider ou au camp d'en face pour essayer de le récupérer. On fait de l'anti-média, effectivement, on joue la transgression, l'anti-système, mais qui va s'adresser à cette France périphérique justement qui vote FN massivement? C'est ça qu'il faut essayer de réinjecter dans le débat. Alors vous allez voir, c'est peut-être ce qui va suivre. Marine Le Pen que l'on voit, que l'on entend bien évidemment. Marine Le Pen, le nouveau visage. Marine Le Pen apaisée. Allez, un peu d'humour dans la médiasphère. Mon objectif est clair. La France apaisée. On le voit aujourd'hui dans les banlieues, avec les caïds arrogants et triomphants de cité. La France apaisée, ce n'est pas un slogan. Ces préfets ou ces maires qui pactisent tous les jours avec les mafias criminelles ou les factions islamistes pour acheter la paix civile. La France apaisée, mes amis. Des racailles et des casseurs d'extrême gauche. La France apaisée. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Une France apaisée, ce sont des relations harmonieuses entre nous. Et je ne veux pas entendre les pleurnicheries de la classe politique. Ah mais comment on va faire? Il n'y a pas assez de monde. Une France apaisée, voilà notre objectif. Et voilà la France apaisée. Commentaire sur ce plateau. La force tranquille, on retrouve l'exercice de style pour arriver à gommer tout ce qui dépasse. Il y a très peu d'éléments programmatiques dans tout ce qu'on a vu. Donc on est dans de l'empathie. Immigration et islamisme. Immigration et islamisme. Oui, mais sous quelle forme? Marine Le Pen. C'est un programme, ça, selon vous? C'est pas un programme. Elle dit des mots-clés. Elle dit immigration, islamisme, une fois par jour, comme ça. L'immigration, c'est un programme. On peut dire qu'il est complètement irréaliste, mais c'est un programme. Oui, c'est pas développé, c'est pas parce que vous dites effectivement islamiste, étranger que vous avez fait un programme. Elle joue sur le registre de la peur en touchant les. C'est des mots qui sont très très puissants, de manière qui ont une puissance évocatrice très forte. Elle joue sur les peurs, elle joue sur le pathos. Tous les mots chez Marine Le Pen sont pensés, c'est ce que je voulais. Sont pensés pour toucher l'émotion, toucher vraiment l'affect des gens. Et c'est ça qui est là. Il n'y a aucun programme, il n'y a rien. Rien n'est laissé au hasard, en fin de compte. Chaque sortie est. Mois de février pour avoir un programme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, c'est un peu une caractéristique de. Non, c'est pas une caractéristique. Vous voyez, ici, il est là depuis le 1er décembre. Et voilà. Ok, il n'y a pas de chiffrage. Il n'y a pas de chiffrage. Si, il y a un chiffrage. On a fait une émission de 5h30. On l'a dit tout à l'heure. Ouais. Bon, sur YouTube, on l'a fait. Et on avait même invité un de vos collègues du Figaro. Il n'est pas très Peut-être qu'il n'a pas assez
Pourquoi il n'est pas convaincant? Peut-être que c'est votre collègue du Figaro qui n'a pas assez écouté. Il faisait comme Macron, il attendait le plus tard possible pour pouvoir présenter son programme. Mais moi, je comprends pas. Il est chiffré, notre programme. On a fait une émission spéciale de chiffrage. Excusez-moi, le chiffrage ne tient pas debout. Et quand on le fait remarquer, vous parlez de journaliste, quand on le fait remarquer à Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il en a marre de ses logiques. Pourquoi il ne tient pas debout? Dites-moi pourquoi il ne tient pas debout. Vous dites qu'il ne tient pas debout. Dites-le. Ce n'est pas forcément le moment dans cette médiasphère où nous sommes dans l'image. Vous aurez l'occasion, bien évidemment. La journée est longue et vous reviendrez. Mais on va continuer à parler de votre candidat. Stopper un peu cette séquence FN. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, bien évidemment. Marine Le Pen est au Salon de l'Agriculture. Vous l'entendrez tout à l'heure sur les antennes de LCI et de TF1, bien évidemment. Mais on va continuer à parler de campagne sans campagne, d'agriculture sans salon et de Jean-Luc Mélenchon sur le terrain. Et ça donne ça. Vous avez dit tout à l'heure, il y avait des points communs avec M. Hamon sur le programme agricole. Pourquoi il n'y a pas eu d'alliance? Eh bien, demandez-le aux vaches. Pourquoi vous n'avez pas demandé? Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais que ce soit clair. Je ne m'exprimerai pas. Non, vous ne clarifiez rien et ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est l'agriculture qui nous intéresse. Sur le salon de l'agriculture, justement. Voilà. Et puis il y avait l'autre petite phrase, demandez aux vaches, on les a interrogées, elles ne nous ont pas dit grand-chose. Et vous avez vu l'individu avec des lunettes, mais il avait une écharpe rouge. C'est lui. Alors là, on est typiquement dans la sélection de la petite phrase qui n'avait rien à voir avec le sujet. Et je crois que l'essentiel de vos collègues ont respecté la règle qui était qu'on parlait ce jour-là d'agriculture. Et on a pu parler d'agriculture à ceux que ça intéressait. Et de fait, le fait d'aller dans une ferme bio, ça a permis de mettre en avant... C'est mieux que d'aller au salon de l'agriculture. Parlons de stratégie de communication pour le temps qui nous reste. C'est plus serein pour parler d'agriculture. Quand vous êtes au salon de l'agriculture, vous êtes bousculé, c'est le bazar, on parle de tout et de rien, on fait la comparaison entre les candidats qui y vont, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, on a eu la possibilité de mettre en avant des points très précis. Par exemple, ce que nous ont dit les agriculteurs sur le terrain, c'est qu'ils avaient deux gros problèmes en gros, qui étaient les débouchés de leur production et la concentration des terres. Et le fait qu'il y a une difficulté à accéder au territoire agricole pour ceux qui veulent s'installer, et notamment pour ceux qui veulent s'installer en bio. Donc là, on avait la possibilité de mettre en avant ces problèmes-là et de les traiter sur le fond. Donc Jean-Luc Mélenchon, sur le terrain, comme on le voit sur ces images, au milieu des agriculteurs, et au milieu de la terre et de ceux qui la travaillent, c'était une volonté de communication. Vous partagez, vous, justement, le fait de ne pas aller au salon de l'agriculture parce que tout le monde y va et qu'on ne peut pas parler? Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, et ce qu'il fait tout le temps d'ailleurs, il surfe sur le rejet du système médiatique, qui est puissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en étant bien content qu'il y ait des caméras. En revanche, il interdit aux journalistes qui sont là de poser des questions qui sortent du message que lui a préparé. C'est une conception du journalisme, normalement, qui n'est pas très compatible avec le pluralisme. Il y en a un qui est politique, l'autre qui est journaliste, et on n'est pas forcé de s'entraider. Dire vous avez le droit de venir, ou alors je veux bien répondre à vos questions pourvu qu'elles portent sur mon message, c'est pas une conception démocratique du journalisme. Justement, c'est ce qui m'intéresse. C'était assez bien vu, le fait de sortir de ce marronnier qui est le salon. Mais c'est bien vu parce que les médias sont décrédibilisés et sont rejetés. Non, mais l'idée même d'aller sur le terrain plutôt qu'au salon, l'idée d'aller sur le terrain, ça c'est plutôt intéressant. Ça envoie un message quand même assez fort. On joue à domicile dans la mesure où effectivement on choisit l'exploitation. C'est un déplacement sur le terrain classique en fait. Et puis il peut délivrer son message. Après il y a des débordements. Effectivement, on a retenu cette petite phrase, mais d'un point de vue qui a existé. Encore une fois, on n'a rien inventé. C'est assez intéressant. C'est un peu facile que d'opposer le salon de l'agriculture et la petite ferme bio. C'est quand même un peu facile. Le salon de l'agriculture, c'est un grand événement qui réunit toute l'agriculture française. Il n'est pas anormal que les candidats s'y présentent. Qu'ensuite, ils aient des points de rencontre mais avec... Mais qu'on ne veut pas y aller et qu'on privilégie... Mais là, on est dans le message. On n'est plus dans le fond. On est dans... voilà. Alors est-ce que Macron vous envoie un message? Je ne sais pas. Non, mais je crois qu'ils sont tous. Alors, parce qu'on a parlé de candidats anti-système, on a dit certains sont... Mais est-ce que vous en avez un qui est pour le système? Donnez-moi un candidat aujourd'hui qui est pour le système. Ils sont tous anti-système parce que c'est pas très populaire de dire que... Et ils sont tous dedans. Alors, et ils ont vécu dedans parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas né il y a quelques semaines de nulle part. Il est là depuis des années dans le système.
Aujourd'hui, il fait le dégagisme, mais Marine Le Pen elle-même est là depuis des années, et toute la famille est là depuis plus longtemps. Donc je crois qu'il faut arrêter ce petit jeu auquel on se prête, on est tous anti-système, mais on est dedans depuis très longtemps. Merci, regardez, vous avez vu le temps, je suis désolé, vous reviendrez tous les quatre sur ce plateau dans la médiasphère. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. J'ai plus trop le temps d'y répondre en ce moment, mais je continue à les lire et à beaucoup regarder ce que vous me dites. Donc voilà, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à découvrir les autres qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à vous abonner, ça doit être situé quelque part par là. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!